Alors, je me tourne vers Madame Retsch. Alors, comment vous avez eu des débats qui ont été, j'imagine, peut-être pas agités, mais en tout cas nourris. Vous avez été satisfait globalement du déroulement de votre atelier? Tout à fait. Il a été décliné en 3 points sur lesquels je reviendrai bien entendu. Et dans l'ensemble, les débats ont été très nourris, effectivement. Alors, justement, les 3 points principaux sur lesquels vous avez échangé au cours de votre atelier? Donc, mon thème principal, c'était les citoyens et leurs conseils acteurs de leur parcours judiciaire. Et effectivement, il y a une déclinaison en 3 points. Peut-on régler ces conflits sans le juge? Peut-on ou doit-on régler ces conflits en référence au juge? Et quel est le rôle de l'avocat, acteur d'une justice sans procès? Alors, premier point, régler ces conflits sans le juge. Nous avons eu 4 interventions sur ce point. Une première sur la cyberjustice, dans les modes amiables de règlement des différends au Canada. Nous avons eu une intervention sur les conciliateurs qui sont au service des citoyens depuis 35 ans. Nous avons eu une intervention sur une expérience de médiation en matière civile devant les cours d'appel. Et nous avons eu une intervention sur les avocats et la nécessité de penser autrement la régulation des conflits. Que peut-on retenir des débats avec la salle? Premièrement, aucune opposition à favoriser les modes amiables de résolution des différends. Une seule petite réticence, c'est que ces modes, et tout le monde a été d'accord, ne doivent pas être le moyen de gérer la pénurie des magistrats, mais une vraie solution à la résolution du conflit au service du justiciable. Premier constat unanime, il faut impérativement, et c'est revenu, vous verrez, dans les 3 sous-sessions de l'atelier, il faut impérativement que le citoyen bénéficie d'une information détaillée, d'une information professionnelle sur ces modes, sur leur intérêt, sur ces techniques. Et il s'agit là du seul moyen pour que le citoyen puisse adhérer à une telle mesure hors procédure. Deuxième constat, tout aussi unanime. Il faut que tous les acteurs qui interviennent dans le cadre d'un processus amiable soient formés. Formation, c'est revenu tout le temps. D'abord, le médiateur doit être formé. Formation initiale, continue et spécifique. C'est un gage de qualité et une garantie de compétence. L'avocat ensuite, il a été dit et redit qu'il avait toute sa place dans ces modes en tant qu'accompagnateur de son client. On a même parlé de maillon indispensable. L'avocat aussi doit être formé initialement et continuellement. Le magistrat, eh bien, c'est celui qui peut ordonner une telle mesure, mais aussi homologuer un accord qui est intervenu sans lui, dans ce cadre amiable. Il doit alors connaître la méthode et la technique qui ont été utilisées pour y aboutir. Le greffier aussi doit être formé parce qu'il a un rôle d'orientation du justiciable en amont. Donc, deuxième chose, deuxième constat, formation indispensable. Ce n'est qu'à ce prix, information, formation, qu'il pourra y avoir une modification de la culture du citoyen et des acteurs de la justice, et que pourront être utilisés l'ensemble des instruments qui existent déjà dans le dispositif législatif et réglementaire, médiation, procédure participative, conciliation. En conclusion de ce sous-atelier, ce n'est pas la médiation préalable qu'il faut rendre obligatoire, parce qu'elle doit toujours procéder de l'autonomie de la volonté, mais c'est l'information et la formation préalable qui doivent être rendues obligatoires. Premier point, premier sous-atelier. Deuxième sous-atelier, peut-on régler ces conflits en référence au juge ou doit-on les régler avec cette référence? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit utiliser des normes pour servir de référence à des acteurs non judiciaires ou à des acteurs judiciaires? 3 interventions dans cet atelier sur cette question. Première intervention,
l'élaboration des barèmes de pension alimentaire au Canada. Deuxième intervention, expérience d'une médiation familiale préalable obligatoire dans un tribunal de grande instance. Troisième intervention, le règlement du conflit en référence au juge en droit du dommage corporel. Les débats ont porté sur les référentiels, mais aussi sur une question qui a été posée dans le cadre de ce sous-thème de l'atelier. Le juge doit-il déléguer davantage sa mission sans la dénaturer? Et là, il a été question de la délégation au greffier juridictionnel. Alors, qu'est ressorti des débats? Sur les référentiels, très forte opposition à tout ce qui pourrait constituer une grille, un barème, que ce soit en matière de pension alimentaire ou de réparation du dommage corporel, surtout pour des grilles qui seraient impératives et non indicatives. Le juge doit rendre une décision singularisée et non automatisée. Une petite nuance toutefois pour certains sur des grilles qui pourraient résulter d'une analyse de décision de justice, comme celle qui est constituée au Canada, notamment pour la fixation des pensions alimentaires, et qui a permis d'éviter des disparités dans les décisions rendues. En revanche, une addition unanime à une publication des éléments de jurisprudence qui pourraient constituer dans ces deux matières, pension alimentaire, préjudice corporel, une base de données qui doit être accessible à tous. Alors, base de données qui ne doit pas être une base de données brute, mais une base commentée, voire élaborée par le ministère, mais après, et c'est très important, une concertation de l'ensemble des acteurs judiciaires. Alors sur la question de la délégation du juge, elle a donc été abordée dans cet atelier sous l'angle de la question du greffier juridictionnel et plus spécialement, vous vous en doutez, en matière d'homologation du divorce par consentement mutuel. Forte opposition des avocats présents qui, premièrement, disaient ne pas comprendre l'économie qui pourrait être faite par rapport au temps qui est consacré actuellement par les magistrats à ce type de divorce, et qui, en deuxième lieu, souhaitent que le justiciable puisse continuer à accéder au juge qu'ils estiment seul garant de la liberté du consentement. En ce qui concerne les magistrats présents, les avis étaient plutôt partagés. Certains étaient favorables en disant que le greffier juridictionnel, ce n'est pas quelqu'un qui est coupé du juge, mais qui fait partie d'une équipe et qui agit au sein de cette équipe en tant que greffier juridictionnel. Une autre partie est totalement défavorable et une partie intermédiaire pense qu'il est un peu tôt peut-être pour engager une telle réforme. Question de mentalité, nous a-t-on dit. Troisième point abordé dans cet atelier numéro 3, l'avocat acteur d'une justice sans procès. Comment valoriser le rôle de l'avocat dans la conciliation plutôt que dans le contentieux et quel aussi est le rôle des notaires et des huissiers dans ces processus. Nous avons eu deux interventions. La première sur les missions de conciliation et de médiation des notaires et la seconde sur le rôle de l'avocat dans les missions de justice en amont. Nous avons appris que les notaires proposaient de se voir confier par le juge des fonctions juridictionnelles précontentieuses, distinctes de la médiation, qui seraient plus proches de l'arbitrage, mais qui n'interviendraient pas dans le domaine privé comme l'arbitrage, mais dans le cadre d'un service public, qui serait donc une désignation juridictionnelle et qui leur permettrait de rendre aux notaires des vraies sentences. Alors, que faire? C'est la question qui a été posée par tout le monde pour que fonctionnent les instruments dont nous sommes déjà dotés. Et les deux mots dont je vous ai parlé tout à l'heure sont revenus tout au long des débats. Information et formation. Les avocats sont médiateurs, mais ils sont aussi accompagnateurs de ce processus et on l'oublie parfois parce que c'est dans le cadre de leur mission de conseil et d'orientation qu'ils doivent diriger les citoyens vers la meilleure résolution à trouver à leurs différends. Il faut dire aussi qu'on a évoqué dans les débats plusieurs expériences qui sont en place dans les tribunaux et qui prévoient une médiation judiciaire
avec un tri des dossiers qui pourraient être susceptibles d'aller vers une telle mesure, avec une information et une incitation à la médiation du justiciable. Il a été dit aussi que ces structures créées dans les tribunaux doivent être pérennes parce que parfois, lorsque les magistrats quittent la juridiction, eh bien, les expériences en place s'essoufflent. Pour la procédure participative, elle est codifiée, même mot, information, formation. C'est la négociation des parties assistées chacune par un avocat. Il a été dit et redit que cette procédure est prévue seulement lorsque on est en amont du juge et qu'il est bien dommage que le juge ne puisse pas l'ordonner. Il faudrait supprimer cette limitation pour que cette procédure participative, assistance des parties par 2 avocats pour aboutir à un accord, puisse intervenir dans le cadre juridictionnel. Des débats est ressorti aussi que c'est des besoins du justiciable que ressort la solution adéquate. Conciliation, médiation, procédure participative, procédure collaborative. Et que toutes les professions réglementées, nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires, ont la légitimité de mettre en œuvre ces procédures. Avocats, huissiers, notaires, il n'y a absolument pas d'autre solution. Il a été dit aussi qu'il ne s'agissait pas d'un marché, parce que beaucoup ont dit, attention, la médiation, ça part dans un marché. Non, c'est un service. Il faut que le citoyen sache qu'il peut vouloir une justice et qu'il n'est pas forcément obligé de la subir, et que pour cela, il faut que s'instaure un partenariat pour tous les acteurs du parcours judiciaire. Aucune procédure ne doit être exclue d'une telle mesure. Si elle est introduite, on peut encore recourir à un mode amiable, et un témoignage nous a été donné ce matin sur ces modes amiables, même en matière de protection des majeurs. Toutes les matières peuvent être favorables. Sont intervenus des présidents de tribunaux de commerce qui nous disent que c'est des matières et c'est des choses qui sont pratiquées. Il existe des guides pratiques qui sont déjà faits à destination des greffes et des magistrats qui, s'ils veulent mettre en place ce type de procédure, peuvent le faire tout à fait aisément dans le cadre juridictionnel. On a beaucoup insisté sur le droit collaboratif qui, lui, n'est pas codifié, qu'on ne veut pas forcément qu'il le soit, mais ce serait peut-être une bonne solution. D'abord parce que ça permettrait d'interrompre les délais de prescription comme pour la procédure participative, mais on a insisté pour qu'on sache que ça existe et que c'est un processus amiable aussi qui doit trouver sa place et qui est d'ailleurs en train de la trouver. Il a été dit qu'il fallait centraliser toutes les expériences de formation en place en France et toutes les expériences de protocole en place dans les juridictions. Cet sous-atelier s'est terminé par l'acte de procédure d'avocat. Alors l'acte de procédure d'avocat, vous avez dû lire que c'était une proposition du rapport d'Elmas-Gouillon qui permet, dès qu'une juridiction est saisie, de trouver encore un temps pour déterminer un certain nombre de mesures à l'amiable. Par exemple, un acte de désignation d'un expert, une audition de témoin, un acte d'enquête. Mais pourquoi pas aussi, et c'est par là que j'en terminerai, un acte de désignation d'un médiateur, et là, la boucle serait tout à fait bouclée. Je vous remercie de votre attention.